En l'an 1857, Sidonie Landois, que l'on surnommera Sido, épouse un riche propriétaire de Saint-Sauveur-en-Puisaye, Jules Robineau Duclos. Ce dernier étant alcoolique, bègue, sa famille cherchait à le marier au plus vite afin d'être sûr qu'il ne serait pas le seul à gérer l'argent familial. N'ayant pas de dot, Sido ne pouvait être difficile et cherchait à faire un mariage d'amour, et elle fut contrainte d'accepter ce mariage qui lui apporterait un certain confort matériel. Ils emménagèrent donc dans la grande propriété bourgeoise de Saint-Sauveur où naquit 3 ans plus tard leur fille Juliette. La même année, un certain Jules-Joseph Colette, originaire de Toulon, emménage juste en face de chez les Robineau Duclos. Il a un passé de capitaine de zouave et devient précepteur à Saint-Sauveur. Comme chacun de Sido et de Jules Colette ne sont pas originaires du village, ils sont volontairement mis à l'écart par les villageois et viennent donc à sympathiser, faisant naître par la même occasion des ragots chez les curieux de Saint-Sauveur. L'une de ces rumeurs prétendrait même que le 2e enfant Robineau Duclos serait en fait issu d'un adultère entre Sido et le capitaine Colette. D'ailleurs, à la mort de son violent époux en 1865, Sido ne tardera pas à épouser Jules Colette, avec qui elle formera un couple heureux. Le capitaine Colette s'installe donc dans la grande demeure bourgeoise de son épouse. Le grand porche intérieur est équipé d'une laiterie, d'un poulailler et d'autres activités fermières qui permettent au couple de vivre en autarcie des autres villageois. C'est dans cette grande demeure que naîtra Sidonie Gabrielle Colette le 8 janvier 1873, 5 années après son second frère Léopold. La famille reste cependant à l'écart du voisinage, et Sido ne se rendait à la messe toutes les semaines que pour y faire aboyer leur chien, Domino, pour déranger les pieux villageois qui les méprisaient. Un tel isolement moral n'a-t-il pas recréé en moi cet esprit tout juste assez gai, tout juste assez triste, qui s'enflamme de peu et s'éteint de rien, pas bon, pas méchant, insociable en somme et plus proche des bêtes que de l'homme? 6 domestiques vivent avec la famille Colette. Il s'agit souvent de jeunes filles mères, également rejetées par les villageois, que protège Sido. Si la cuisine est l'une des tâches attribuées aux domestiques, la mère de Colette est entre autres passionnée de cuisine et fera construire une cuisine à l'entrée de la maison. Cette disposition judicieuse lui permet de cuisiner avec les domestiques et ses enfants, à qui elle proposera des ateliers culinaires. Si l'autrice décrit bien souvent la vie paysanne menée lors de ses 18 premières années, on constate dans le très beau mobilier réhabilité d'après les écrits de Colette que le train de vie de cette famille à Saint-Sauveur était en fait plutôt bourgeois. Le salon était la salle commune aux activités de la famille. On y trouve par exemple sur la table un jeu de domino, très affectionné par les parents de Colette. Il y a également un piano car leur mère tenait à ce que chacun de ses enfants soit musicien. D'ailleurs, Colette a souvent dit que si elle avait eu le choix, elle aurait aimé faire de la musique sa profession. Le salon est une pièce lumineuse, contrairement à la plupart des pièces sombres que l'on privilégiait à l'époque, ce qui montre une fois de plus que cette maison était très moderne, à l'image de ses propriétaires. Dans sa tendre enfance bourguignonne, Colette a donc eu pour modèle une mère avant-gardiste, qui allait à l'encontre des règles. On le constate notamment dans la chambre parentale, puisque les 2 époux, bien qu'heureux en ménage, dormaient dans 2 grands lits séparés. Du fait de l'athéisme de sa mère, ce n'était pas dans des conditions de pudeur religieuse que Sido ne souhaitait pas dormir avec son mari, mais bel et bien pour avoir sa propre intimité. Juste à côté de la chambre parentale se trouve la chambre de petite fille de Colette. À travers cette petite lucarne se laisse percevoir l'ombre de la pièce qu'elle surnomme dans le chapitre L'enlèvement de la maison de Claudine, sa tanière enfantine. Il s'agit effectivement d'une toute petite chambre, sombre et très froide, puisqu'elle est située au-dessus du porche. Pendant les périodes les plus rudes, elle gardait simplement une boîte en argent remplie de brèches de cheminée dans son lit pour lui tenir chaud. Mais pourquoi une chambre si peu somptueuse pour l'enfant favori de la fratrie? Pour sa mère, le confort de sa fille est secondaire au fait d'être tout près d'elle. Sido a tant privilégié cette proximité que Colette fut la seule de ses frères et sœurs à ne suivre des études que dans l'école laïque du village, lorsque les autres partaient loin de leurs parents pour poursuivre leurs études. Quittant ma tanière enfantine, une ancienne logette de portier à grosses poutres, carrelée, suspendue au-dessus de l'entrée cochère et commandée par la chambre à coucher de ma mère. Je dormais depuis 1 mois dans le lit que je n'avais jamais osé convoiter, ce lit dont les rosaces de fonte argentée retenaient dans leur chute des rideaux de guipure blanche, doublés d'un bleu impitoyable. Et c'est effectivement à l'âge de 11 ans que Colette change de chambre pour celle de sa grande sœur Juliette. Une grande chambre haute de plafond et équipée d'un atelier de broderie dans laquelle elle fera tout pour passer un maximum de temps. En outre, si sa sœur Juliette faisait également tout pour rester dans cette chambre, c'était pour d'autres raisons.
Elle se sentait à l'écart de cette famille puisqu'elle n'était considérée que comme la seule Robineau du clos. Elle se sentait comme une étrangère, sujette à des crises d'angoisse, des hallucinations, pendant lesquelles elle discutait avec son auteur favori. À l'étage se trouve également le bureau de son père, l'une des pièces préférées de Colette. Petite fille, elle s'asseyait dans un coin de la pièce et pouvait observer son père travailler et écrire pendant des heures. Elle était également passionnée par l'abondance de matériel de bureautique qu'il avait et qu'elle décrit dans le képi, au chapitre « La cire verte ». Pour avoir admiré, convoité le parfait outillage d'une table de travail, je garde des exigences bureaucratiques. Un sous-marin de buvard vierge, une règle en bois d'ébène, 1, 2, 4, 6 crayons, taillés au canif et de couleurs variées. Plume de ronde et de bâtarde, plume sergent-major, plume à dessin, pas plus grosse qu'une penne de merle, cire à cacheter, rouge, verte, violette, un tampon buvard, une flaque de colle liquide, sans préjudice, des plaques couleur d'ambre, transparent, dites colle à bouche. Ce que son père écrivait avec tout ce matériel représentait un réel mystère pour les autres membres de la famille, et après le décès de leur père, Achille proposa à Colette d'ouvrir un des livres contenant ses écrits. Or, en les ouvrant un à un, les enfants ont découvert que leur père n'avait fait relier que des feuilles blanches, car il était en réalité incapable d'écrire. De peur de faire paraître l'échec de son mari, Sido a déchiré les pages de ses livres afin d'en envelopper ses pots de confiture. Et Achille, en bon médecin, s'en est servi pour rédiger quelques ordonnances. Dans cette pièce se situe également une grande bibliothèque, ne contenant que des ouvrages classiques importants. En effet, Sido refusait d'instruire ses enfants avec de simples livres pour enfants. Ainsi, dès qu'elle a eu l'âge d'écrire, Colette lisait déjà l'œuvre de Balzac. Colette n'a certes étudié qu'à l'école du village, mais elle était attentive aux enseignements de sa mère sur la nature, les animaux et les plantes. Sa mère était passionnée de botanique et passait beaucoup de temps dans son jardin avec Colette. Dans un maximum de pièces du rez-de-chaussée de la maison, Sido a fait mettre des portes vitrées qui donnent accès au jardin. C'est indéniablement grâce aux enseignements de sa mère que Colette a une description si précise de la nature. Le mur de clôture s'écroule sur la route. La vigne vierge anémie sournoisement les glycines, et les rosiers qu'on ne renouvelle pas dédoublent leurs fleurs, redeviennent églantiers. Lorsqu'il est enfin question de marier Juliette, l'aînée de la fratrie qui n'a pas de dot, la famille Colette décide de faire une vente aux enchères dans leur maison afin de rembourser le mariage. Colette est très affectée de voir combien les habitants se réjouissent de voir chuter la famille qu'ils détestaient. Les Colette quittent alors discrètement Saint-Sauveur le soir du 1er novembre 1891. 2 ans plus tard, Colette rencontre Henri Gauthier-Villard, dit Willy. Il représente la vie parisienne, il publie des romans à succès, s'intéresse à la culture et contribue notamment à faire connaître Wagner en France. Et alors qu'elle n'a pas non plus de dot, Colette accepte de l'épouser le 15 mai 1893. Colette emménage donc rue Jacon, à Paris, mais ressent toujours une certaine nostalgie de son pays natal. C'est alors que son mari lui propose un exercice, celui d'écrire tous ses souvenirs d'enfance dans des cahiers. Parmi ses premiers supports d'écriture, Colette fera le choix symbolique de noircir certaines des pages blanches qu'avait reliées son père. Willy publiera donc en 1900 le roman Claudine à l'école, qu'il signe d'abord de son nom pour ne pas empêcher le livre de se vendre. Ce livre peut être considéré comme un pamphlet de la vie de Colette à Saint-Sauveur, dans lequel elle dénonce de dures vérités, mais aussi des mensonges sur les habitants. Les villageois, à qui elle n'a pas fait le choix de donner d'autres noms que ceux qu'ils portent réellement, ne lui ont alors pas pardonné. Ainsi, lorsque Colette retourne voir sa maison de Saint-Sauveur, les habitants l'attendent des pierres à la main, l'empêchant de sortir de sa voiture. Mais plus tard, le roman La maison de Claudine va la réconcilier avec les 18 premières années de sa vie.